Salut tout le monde. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Et si vous voulez la deuxième partie de cette œuvre, il suffit de mettre plein de likes et de demander dans les commentaires. Merci, les gars. Alex éclate de rire de façon maniaque et traite quelqu'un d'imbécile pour s'être fait avoir aussi facilement. Sa compagne, CA, dit que tromper le garçon a demandé aussi peu d'efforts qu'elle s'y attendait. Pendant ce temps, un aventurier en balançait à plusieurs reprises sa lumière sacrée avec intensité. Les traîtres l'observaient se battre seul, disant qu'ils allaient laisser le reste entre ses mains. Notre protagoniste Bright, plus connu sous le nom de Bright, atteignait ses limites, incapable d'arrêter de lancer des sorts alors que les ennemis l'encerclaient. Malheureusement, ils avaient prévu de l'utiliser comme appât depuis le début du partenariat. La fille dit que c'était naturel, puisque sa puissance magique était ridiculement élevée. Avec cela en tête, il était la proie parfaite pour les ennemis morts-vivants qui adoraient absorber la mana. Le grand prêtre, le Percute, joignit les mains en signe de gratitude, disant qu'il avait aidé leur chef et que, pour cette raison, il devait remplir son rôle jusqu'au bout et trouver la mort dans le lieu de repos du roi Succinct. Tout en continuant à utiliser ses sorts, lançant des éclairs de lumière dans tout le donjon, ses coéquipiers commencèrent à s'éloigner. Ils le regardaient avec mépris pour avoir eu la malchance de naître avec le mauvais attribut. Le pauvre garçon suppliait et implorait qu'il attende, mais il n'arrivait pas à rattraper l'équipe. Bientôt, il fut complètement abandonné. Sa puissance magique s'épuisait rapidement et il était en danger critique. On disait que le roi suceur de sang possédait un objet de place SS, appelé le bâton du roi suceur de sang. Quelques instants plus tôt, Alex lui avait promis de le protéger, disant qu'il n'avait rien à craindre. Croyant à ses paroles, il s'avança seul pour récupérer le bâton, même s'il était entouré de cercueils. Dès qu'il retira l'objet du piédestal, tous les cercueils commencèrent à trembler et des monstres morts-vivants jaillirent de l'intérieur pour attaquer l'intrus. En se retournant pour les affronter, il remarqua trop tard que le roi se levait de la tombe derrière lui. Un frisson terrifiant parcourut son corps et Britt se rappela où il se trouvait. N'ayant rien d'autre à faire, il s'enfuit pour sauver sa vie, serrant l'objet de haut niveau dans ses bras. Alex sauta et appela son coéquipier en difficulté. Il demanda d'urgence le bâton, affirmant qu'il pourrait l'utiliser pour vaincre le roi Sansu. Peinant à respirer, le jeune homme se prépara et lança l'objet, espérant ainsi échapper à la mort. Quand le chef de l'équipe le prit sans hésiter, il poussa un soupir de soulagement, pensant que tout irait bien. Au lieu de lui venir en aide, Alex serra le bâton contre lui comme un bébé précieux, ravi de l'avoir enfin entre les mains. Puisqu'ils avaient atteint leur objectif, il n'y avait plus aucune raison de rester dans le donjon. Britt les interpella d'un air gêné, voulant leur rappeler qu'il était toujours là. Cependant, le regard de son chef change et il se contente de le remercier pour le service rendu. Finalement, le jeune homme comprend ce qui se passe. Une fois de plus, il est laissé derrière, ne faisant rien d'autre que lancer des sorts de lumière sacrée à répétition. Il n'y avait pas de fin aux ennemis et il haletait d'épuisement. Le sort était une compétence de niveau 6 de son attribut, capable seulement d'éloigner temporairement les ennemis. Toute sa vie, il avait été considéré comme quelqu'un qui était né avec le mauvais attribut. Il ne pouvait pas vaincre les morts-vivants ni aucun autre ennemi, car, peu importe l'expérience qu'il accumulait, la magie de lumière n'avait tout simplement aucun pouvoir offensif. Alors qu'il s'épuisait, Britt se demandait comment il était possible qu'un aventurier d'un niveau aussi bas que le sien ait été recruté par un groupe de rang A comme la Silver Wheel. Pourtant, il avait persévéré et accepté lorsque ce visage familier lui avait donné le sentiment d'être nécessaire. Les morts-vivants hurlaient, ne s'arrêtant que momentanément lorsqu'ils étaient aveuglés par ses attaques. Si le groupe savait probablement déjà comment fonctionnait le mécanisme du donjon et ce qui se passerait en prenant le bâton, alors il avait été stupide de leur avoir fait confiance. Maintenant, il pouvait encore voir clairement leur visage, souriant après leur trahison réussie. La raison pour laquelle il avait choisi était évidente, mais cela ne leur donnait pas le droit de le livrer aux monstres. En les maudissant, le jeune homme sans défense jura de survivre et de vivre. Même au bord de la mort, il leva la main pour lancer une nouvelle salve de sorts. Les ennemis continuaient d'arriver, émergeant du sol. Son corps tremblait et vacillait, mais le sentiment de trahison brûlait profondément en lui, forçant ses bras à se relever encore une fois. C'est alors qu'une fenêtre jaune apparut, signalant une erreur de niveau avec sa magie de lumière. L'écran de statut se mit à émettre des alertes sonores, avertissant que quelque chose n'allait pas. Finalement, son corps s'effondra, submergé par le désespoir, et tout son être trembla de peur. Devant lui se tenait le roi Sansu, imposant, avec une aura sombre et écrasante. La seule lumière en ce lieu provenait de son propre écran de statut, indiquant qu'il avait atteint la limite maximale et débloqué un exploit. Il se retourna, confus, en voyant qu'il avait obtenu une augmentation d'attribut, ce qui lui permettait d'évoluer de la magie de lumière à la magie de foudre. Ses yeux tremblaient, choqués, mais malgré tout, plein d'espoir. Dans ce monde, il existe deux types de personnes. Les guerriers, qui combattent avec des armes comme des épées, des arcs et des lances, et les mages, qui manipulent les éléments ou sont même capables de soigner les autres. Il existe aussi une catégorie appelée attribut, mais ce facteur dépend uniquement de la volonté des dirigeants. Il y a 7 ans, le jour du test des attributs, CA a reçu l'attribut du feu. À cette époque, alors qu'ils étaient encore très proches, Bright l'a félicité en disant qu'elle avait un pouvoir très fort. La petite fille a souri timidement, disant qu'elle aurait préféré recevoir l'élément vent. Avec une expression joyeuse, elle a remercié son ami pour son soutien et lui a demandé ce qu'il pensait recevoir, se demandant même si cela finirait par correspondre au sien. Bien qu'il ne sache pas lui-même à quoi s'attendre, il était enthousiaste. Après tout, il était né avec un pouvoir magique extrêmement élevé et était la star de l'orphelinat à cette époque. Elle croyait que peu importe l'attribut qu'il recevrait, il deviendrait un mage incroyable. Les deux rêvaient de l'avenir et avaient promis de vivre de grandes aventures ensemble. Agacé par la foule, le prêtre ordonna aux enfants qui avaient déjà terminé de rentrer chez eux. Les deux amis se sont dit au revoir, tout excités à l'idée de discuter plus tard. Le test national des attributs est organisé chaque année pour ceux qui fêtent leurs 10 ans. Les prêtres transmettent un message des dirigeants et annoncent aux jeunes mages quel attribut ils possèdent. En pensant au fait que CA avait reçu l'attribut du feu, Bright se demandait. Il se demandait quel élément irait le mieux avec le sien, tout en rêvant de réussir et de faire partie du même groupe qu'elle. Finalement, ce fut son tour de passer le test. Le jeune garçon entra, le cœur plein d'espoir. Appelé à s'approcher, il y alla avec prudence. Il ne fallut pas longtemps pour que le cristal de verre brille d'un jaune éclatant, indiquant l'attribut de la lumière. Il resta figé, incapable d'accepter ce qu'il venait d'entendre. Lorsque le prêtre appela rapidement l'enfant suivant, Bright intervint, demandant à plusieurs reprises s'il en était sûr, insistant sur le fait qu'il devait y avoir une erreur. Ses espoirs furent à nouveau anéantis lorsque l'homme affirma que les dirigeants ne commettaient pas d'erreur. Les larmes finirent par couler et il déclara que la lumière était un attribut inutile. Au lieu de l'aider, l'homme lui lança un regard sévère et demanda s'il était mécontent du pouvoir que les dirigeants lui avaient accordé. Bright ne put répondre et se contenta de dire qu'il rêvait
rêvait de devenir aventurier. Cependant, avec la magie de lumière, qui ne possède aucun pouvoir offensif, atteindre ce rêve serait difficile. Même ainsi, les êtres supérieurs lui avaient accordé un attribut spécial, un sur 1000. Agissant comme leur messager, le prêtre lui dit qu'il devait accepter son destin et, d'une main douce, détruisit l'espoir de l'enfant. Les larmes ne cessaient de couler, mais Bright quitta la pièce, anéanti. Son corps tremblait et il se demandait pourquoi on lui avait donné autant de pouvoir magique. Il ne demandait pas trop, il voulait juste l'un des 4 attributs principaux. L'image de Seiya et des aventures qu'il rêvait de vivre ensemble lui traversa l'esprit. En réalisant que cela n'arriverait jamais, son cœur se brisa et il ne put s'empêcher de pleurer. 7 ans s'étaient écoulés depuis ce jour-là. La réceptionniste de la guilde, Mel, salua Bright d'un ton enjoué. Il pensait qu'il ne deviendrait jamais aventurier, mais le voilà, affilié à la guilde et accomplissant des missions. Cette fois, il venait tout juste de revenir d'une grotte de gobelins où il avait servi de porteur de bagages. Elle lui dit qu'il n'y avait aucune raison de se dévaloriser car le chef du groupe avait été vraiment impressionné. Bright avait porté la torche et tout ce qu'il pouvait, permettant ainsi aux autres de se battre sans souci. Le jeune homme sourit en repensant au chef, un homme stoïque et intimidant. Ensuite, il demanda s'il y avait un nouveau recrutement de groupe, mais il n'y en avait aucun pour lui. Après d'avoir été diagnostiqué avec l'attribut de la lumière, il est devenu responsable de diverses tâches à l'orphelinat. À cause de cela, il s'est habitué à porter des bagages et à cuisiner, ce qui est parfait pour le rôle de porteur. De plus, sa puissance magique extrêmement élevée lui permet d'utiliser le transfert magique pour partager sa mana avec les autres. C'est pourquoi on l'appelle le tank magique, mais il est vraiment utile. Depuis le jour de l'inspection des attributs, tout le monde à l'orphelinat s'est éloigné de lui, y compris Seiya. Malgré cela, le jeune homme déjeunait en souriant, convaincu qu'un jour il trouverait sa place. Ces groupes sont toujours temporaires, des mal payés, mais il existe des missions qu'il peut accomplir seul. C'est déjà suffisant pour le rendre heureux, car il peut payer ses repas sans souci. Pendant ce temps, quelques silhouettes l'observaient de l'autre côté de la fenêtre, l'identifiant comme si elles étaient à sa recherche. Bright travaillait sur la mission de collecte de l'herblune. Bien que la nuit fût déjà bien avancée, il s'étira avec entrain, prêt à commencer. Utilisant parfaitement son attribut, il illumina la forêt sombre. L'herblune est une plante médicinale vendue à des prix élevés à la guilde, mais le problème, c'est qu'on ne peut la trouver que la nuit. Le jeune homme en trouva rapidement une, mais compte tenu de l'effort et des coups d'éclairage, cette mission ne vaut pas la peine pour les aventuriers ordinaires. Cependant, elle est parfaite pour lui, qui peut invoquer la lumière à volonté, et il n'a même pas à se soucier de dépenser de l'argent pour cela. Il passa un moment sur la mission, allant même jusqu'à fredonner joyeusement en travaillant. Bientôt, il remplit tout un sac avec les herbes éblouissantes qui émettent une douce lueur bleue. C'est encore une belle récolte pour lui. À ce moment-là, la fenêtre de statut apparaît, indiquant que son niveau de magie a augmenté. Tout excité, il vérifie les détails de la nouvelle compétence, mais il se fige en voyant que la puissance d'attaque est toujours à 0. Malgré la déception, il rit, disant que c'était prévisible. Il était actuellement au niveau 9, à un seul niveau d'atteindre le maximum. Presque tout le monde dirait qu'investir dans la magie de lumière jusqu'à ce point serait inutile, étant donné qu'il n'y a probablement plus personne dans le monde qui soit allé aussi loin, à part lui. Pendant tout ce temps, il a gardé un brin d'espoir, pensant que peut-être une magie de haut niveau aurait un certain pouvoir offensif et qu'en montant de niveau, sa force magique augmenterait aussi. Il est arrivé jusque-là, et, même s'il est au bas du classement, il survit encore en tant qu'aventurier. En se rappelant du prêtre qui lui avait dit d'accepter son destin, il sourit avec défi. Le jeune homme n'a aucune intention d'abandonner et fera de son mieux pour tracer sa propre voie au sein de la guilde. Quelques coups furent frappés à la porte, et Bright entra avec sa salutation enjouée, comme toujours. En le voyant, Mel s'anima plus que d'habitude et répéta à plusieurs reprises qu'elle avait une nouvelle urgente et importante. Bien plus excitée que lui, elle lui colla une feuille de papier sous le nez. Il s'agissait d'une demande spéciale de la célèbre équipe de Ranta, Silverwell. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, et il cria en comprenant ce que la réceptionniste venait de lui annoncer. Les deux se mirent à discuter, tandis que Bright avait du mal à croire que ce groupe le demandait spécifiquement, lui. Après tout, l'existence même d'équipes aussi bien classées était déjà quelque chose de rare. Alors que le rang S représentait le sommet, pratiquement une légende urbaine, seuls quelques-uns atteignaient le rang A. De plus, toute personne un tant soit peu informée dans le monde des aventuriers connaît la Silverwell. En réalisant que la demande lui était adressée, Bright affirme qu'il doit y avoir une erreur, puisqu'il venait tout juste d'atteindre le rang D. Mais Mel insiste sur le fait qu'il n'y a aucune erreur et qu'ils ont envoyé la demande directement après avoir vu l'annonce de sa promotion dans la capitale. Il semble qu'il recherche un membre de soutien possédant une grande quantité de pouvoir magique. À ce moment-là, il comprend qu'il a certainement été choisi pour servir de réservoir de mana. L'équipe aurait un grand sage parmi ses membres, ils ont donc besoin du maximum de mana possible. Ses pensées envahissent son esprit, mais Mel interrompt son pessimisme en disant que ses efforts ont enfin porté leurs fruits. Bien qu'il ait confiance en son pouvoir, il doute qu'un aventurier de rang D comme lui, qui n'arrive même pas à tuer un seul monstre, puisse suivre ceux de rang 1. L'employé explique qu'il a été sollicité parce qu'il possède le taux de survie et d'accomplissement de mission le plus élevé de la guilde. Bright réfléchit profondément, s'attendant déjà à devoir s'aventurer dans des donjons de haut niveau. Il n'est plus un débutant et il connaît les dangers d'accepter ce genre d'offre sans en peser les risques. La porte grinçante de la guilde s'ouvre alors qu'il prend sa décision. Tout le monde se tourne lorsqu'une femme s'avance jusqu'au comptoir. En entendant qu'il va refuser la demande, la femme s'écrie, incrédule. En se retournant, Sia lui saute dans les bras, affirmant qu'ils doivent absolument y aller ensemble. Choqué par son corps soudainement pressé contre le sien, il lui demande qui elle est. Cela la surprend aussi et elle le regarde, émerveillée, presque en larmes. Elle le serre à nouveau dans ses bras, disant qu'il est horrible de l'avoir oublié après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Ne comprenant pas ce qui se passe, il regarde Mel et essaie d'éclaircir le malentendu. Ne voulant pas être mal interprété, Bright fixe la femme et lui demande qui elle est. Elle s'éloigne en riant doucement, disant qu'elle faisait juste une blague. Elle ajoute qu'il est toujours le même qu'avant. Il regarde son sourire charmant et ses joues rosies, presque aussi rouges que ses cheveux. Les yeux du jeune homme s'écarquillent lorsque l'image de son ami d'enfance lui revient en tête. Il pousse un cri de surprise en réalisant que Seiya, avec qui il n'avait pas parlé depuis des années, se trouvait juste devant lui. La dernière fois qu'il avait vu son sourire, c'était lors du test d'attribut. Mais après cela, elle s'était éloignée et était partie. À présent, son visage était aussi envoûtant qu'avant. La douleur d'avoir été abandonnée disparut aussitôt et il lui demanda pourquoi elle était soudainement là. À ce moment-là, une voix se fit entendre derrière eux, expliquant qu'ils étaient des clients qui avaient besoin de ses services. Sia se retourna avec espoir en entendant cette voix, tandis que Bright regardait, perplexe. Après les salutations, l'homme tendit la main et se présenta comme Alex, le chef de l'équipe de rang à Silverwheel. Le sourire
de l'aventurier était aussi éclatant qu'une magie de lumière, et le Ranked n'arrivait pas à croire à qui il avait affaire. À la tour de magie de la capitale royale, il est la personne qui détient un titre supérieur à celui du plus grand archan. Devant lui, rayonnant telle une divinité, se tenait le grand sage. Bright se mit au garde à vous, son corps réagissant instinctivement en percevant l'énorme différence entre eux. En riant, Alex lui dit d'agir normalement et que sa position n'est pas si impressionnante que ça, mais le garçon refuse. Ses statistiques et ses classements étaient incomparables, et il l'admire en tant que personne possédant l'attribut défectueux. Le sage, à l'origine, possédait l'attribut nul extrêmement rare qui permet à son utilisateur de maîtriser tous les éléments. Cependant, en contrepartie, la montée de niveau magique est incroyablement lente. Même si le niveau augmente, la puissance magique acquise est minuscule. Elle n'atteint même pas celle d'un mage ordinaire comme les mages de lumière. Ceux qui possèdent l'attribut nul sont considérés comme des ratés et abandonnent rapidement. Mais Alex a refusé de succomber à sa condition et a intégré l'institut de recherche de la capitale. Grâce à des recherches acharnées, il a réussi d'une manière ou d'une autre à développer une méthode permettant de récupérer instantanément la mana. Avec cela, il a maximisé l'attribut nul et est devenu le seul utilisateur de tous les attributs au monde. Lorsque l'esprit de Bright était sur le point de craquer, il a entendu parler du sage et a retrouvé espoir grâce à l'histoire de quelqu'un qui lui ressemblait. Cela dit, il secoua vigoureusement la tête et refusa de parler de son idole de façon aussi familière. En riant, l'aventurier lui dit de se détendre au moins un peu et lui demande s'il va accepter. Son esprit n'arrivait toujours pas à suivre, alors le garçon demande de quoi il parlait. Céa s'est de nouveau accroché à lui, disant qu'il parlait de la demande de recrutement pour le groupe. Finalement, il se rend compte que les deux doivent faire partie du même groupe, ce qu'elle confirme en montrant son pendentif de rang A. Le badge de reconnaissance est probablement la preuve la plus officielle. Alors il chancelle de surprise. Elle dit que tout cela, c'est grâce à Alex, et elle rougit en regardant son chef. Il nie, insistant sur le fait que c'est sa propre force qui l'a mené jusque-là. En voyant les deux s'échanger des compliments et s'enlacer le bras, l'expression de Bright s'assombrit. Il comprend la situation. Son ami fait maintenant partie d'un monde complètement différent. Il arrive encore à la voir sourire comme une enfant, l'appelant joyeusement par son nom. Malheureusement, leur histoire rend impossible pour lui de ne pas souffrir de ses rêves inachevés. C'est alors que Cut lui attrape soudainement l'épaule et dit qu'il vient d'assister à un amour brisé. Le jeune homme recule sous les cris tandis que l'homme le traite de pathétique sans raison apparente. En le voyant, Bright reconnaît le prêtre de l'orphelinat et lui demande pourquoi il est là. À sa grande surprise, il répond qu'il fait aussi partie du groupe. C'est incroyable. Céa confirme en disant qu'elle a quitté l'orphelinat pour devenir aventurière et que le prêtre a fait de même peu après. Le garçon se souvient de la façon dont il le rabaissait et faisait partie de ceux qui le traitaient de raté. C'est toujours étrange, après toutes ces années, que les deux qu'il avait abandonnés avec le grand sage soient soudainement réapparus en disant qu'ils avaient besoin de lui. Le groupe lui demande de se joindre à eux et d'accepter la requête. Un avertissement résonnait au plus profond de son cœur et il savait qu'il devait refuser. Cependant, Céa dit qu'elle a besoin de lui et lui demande s'il se souvient de la promesse qu'ils avaient faite quand ils étaient enfants. S'approchant et le regardant dans les yeux, elle lui rappelle comment ils rêvaient de devenir aventuriers ensemble. Quand ce moment viendrait, ils accompliraient d'innombrables missions côte à côte. Convaincu par ses paroles, il dit qu'il s'en souvient très bien et accepte l'offre de recrutement. Malgré ses sentiments, Bright accepte à la demande, mais à présent le groupe était réellement arrivé à l'endroit où reposait le roi Sansu. Son visage pâlit devant la présence écrasante. Il était évident qu'il n'aurait pas dû être là. La difficulté du niveau du donjon était absurde. Classé triple A. La raison pour laquelle il s'y était rendu, c'est parce qu'Alex avait déchiffré certains textes et découvert l'existence d'un certain artefact. Il s'agit d'une technologie ancienne capable de convertir la puissance magique de l'air et de la restituer à l'utilisateur. Autrement dit, quelqu'un pourrait essentiellement avoir une mana illimitée et n'aurait pas à s'inquiéter de manquer d'énergie. Le grand sage portait un énorme réservoir magique apparemment créé par lui-même. Même s'il était devenu utilisateur de tous les attributs, sa puissance n'était pas si élevée. C'est pourquoi il avait besoin de ces outils. C'est quelque chose que l'employeur désire désespérément, alors il fera tout son possible pour aider. C'est alors qu'un ghoul est apparu devant lui, faisant hurler de terreur le jeune homme faible. Heureusement, les autres membres ont éliminé le monstre rapidement et l'ont sauvé à temps. Alex, avec charme, lui demande s'il va bien et lui dit de rester près de la formation. Il est retourné au centre pour éclairer le chemin, laissant le chef et Céa en première ligne. Normalement, cette combinaison serait considérée comme un groupe déséquilibré, mais cela ne signifie rien face aux dommages. Ils se sont frayés un chemin à travers les ennemis sans difficulté, brûlant et électrocutant tout autour d'eux, allant même jusqu'à rire de façon maniaque en s'occupant des monstres. Bright observait, émerveillé, impressionné par la véritable puissance d'un groupe de rang A. Cependant, une certaine pensée lui traversa l'esprit pendant qu'il combattait. Cut verbalise soudainement ses pensées et demande pourquoi il l'aurait engagé, lui, au lieu d'un guerrier, pour obtenir facilement l'artefact convoité. Le garçon se retourne, surpris, mais il ne pouvait pas nier que c'était exactement ce qu'il pensait. Le prêtre monte alors quelque chose et lui demande d'observer. En levant un simple bâton, il le fait briller et illuminer la zone, agissant comme un éclair magique. Cependant, l'outil s'est rapidement dissipé, comme s'il était consumé par l'air ambiant. Il se trouvait à l'intérieur de ce qu'on appelle un donjon qui dévore la magie, où les objets magiques se corrodent rapidement. De plus, en raison de la nature des monstres présents, les types guerriers finissent par n'être qu'un fardeau. Finalement, il devient clair pourquoi ils ont cherché la magie de Bright et demandé au simple Dinké de rejoindre le groupe. Ils cherchaient un moyen de produire de la lumière. En explorant le donjon, ils se sont souvenus de sa magie. Le prêtre a dit que les autres ne pouvaient se battre que parce qu'il était là pour éclairer le chemin. Après tout, il avait passé toutes ces années à renforcer son pouvoir, sans jamais le laisser s'affaiblir. Le jeune homme a souri, comprenant que sa magie, jugée inutile par beaucoup, aidait en réalité le groupe le plus fort. Après avoir éliminé la plupart des morts vivants, ils décidèrent de s'arrêter un moment et de monter le camp. Seiya s'est accrochée au chef et a râlé, épuisée par la longue journée de combat. Il l'a félicité pour sa performance et elle s'est blottie contre lui avec un sourire. La scène a complètement gâché l'humeur de Bright. En avançant, ils ont permis à Cut de lancer un sort de soin intermédiaire sur eux. Une sphère verte de magie s'est formée et a enveloppé leur corps, soignant leurs blessures et leur fatigue. C'était juste une guérison préventive. Et puisqu'il y était, il a lancé un autre sort de zone, repoussant les choses impures autour d'eux. Cela devrait purifier le campement et les garder en sécurité pour l'instant. En voyant cela, Bright se demanda s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour être utile dans des moments comme celui-ci. En se concentrant, tout le périmètre s'illumina de sa magie et tout le monde sourit, surpris, hypnotisé par le sort. Avec cela activé, les monstres à proximité auraient du
mal à s'approcher. Heureux de sa présence, ils le remercièrent pour sa contribution au groupe et dirent qu'il ne pouvait se reposer tranquillement que parce qu'il était là. En entendant cela, il fut heureux de pouvoir aider Sia, même si ce n'était qu'un tout petit peu. Alex s'inquiéta, alors que maintenir une magie d'un niveau aussi élevé aussi longtemps finirait par surmener le garçon, mais il répondit timidement que la mana était la seule chose dont il n'avait pas à se soucier. Alors qu'il faisait l'éloge du nouveau membre, le regard du chef changea. Il était vraiment heureux que le mage de lumière soit là. Après tout, le jeune innocent serait son agneau sacrificiel. Un grand chaudron et quelques brochettes furent placés près du feu de camp qui réchauffait le campement du groupe. Le prêtre et le mage dormaient profondément, la tête de Seiya confortablement posée sur les genoux du chef. Pendant ce temps, Bright servit un peu de ragoût à Alex. Il prit une gorgée de ce délicieux plat et ne put s'empêcher de complimenter les talents du jeune homme. Cuisiner était quelque chose qu'il aimait beaucoup. Alors il fut ravi de recevoir autant de compliments. Il répondit avec enthousiasme, mais en voyant le chef caresser la tête de son ami d'enfance, son expression devint immédiatement sérieuse. Changeant de sujet, il fit un commentaire sur l'équipement imposant d'Alex et dit « Ça doit être vraiment lourd ». Le réservoir de magie portatif était là, semblant assez grand pour qu'une personne puisse y entrer. Cet outil était une invention incroyable pour les autres, mais pour lui, c'était une nécessité à cause de son attribut nul. Il existe des limites à l'utilisation du transfert magique qui consiste à partager sa propre énergie magique avec d'autres. C'est une compétence courante chez les mages, mais l'efficacité de conversion est mauvaise, on perd la moitié du mana dans le processus. Un objet comme celui-là serait inutile pour quelqu'un comme Bright qui possède beaucoup de pouvoir magique. Cela dit, si un tel équipement devenait largement disponible, ce serait lui qui ne serait plus nécessaire. Alex a alors dit qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter à ce sujet, car une chose pareille ne pourrait pas être produite en masse, étant donné que le poids et le volume posaient beaucoup de problèmes. Lorsqu'on lui a demandé quel était son objectif, il a répondu qu'il voulait atteindre des sommets encore plus élevés. Cela a laissé le garçon confus et surpris pendant un instant. L'homme en face de lui était déjà devenu un rang K et un grand sage à un si jeune âge. Pour clarifier, Alex affirma qu'il visait le rang S, ce qui laissa le modeste rang D complètement sans voix. Il était le plus jeune fils d'une famille de comtes, mais la seule chose que cela lui apportait, c'était le nom. C'est pourquoi il avait l'intention de conquérir un honneur qui éclipserait le prestige de n'importe quelle famille, le titre de rang S. Son expression changea, désormais empreinte d'une détermination ardente, tandis qu'il jurait de l'obtenir de ses propres mains. Bright commença à s'inquiéter face à cette attitude inattendue. Quoi qu'il en soit, Alex avait désespérément besoin du bâton du roi Sansu pour obtenir du pouvoir magique et réaliser son objectif. Pour cette raison, il déclara qu'il était prêt à faire tout ce qu'il fallait. Remarquant l'expression prudente du garçon, Alex se rendit compte qu'il s'était emporté et s'excusa. Reprenant son expression souriante et aimable, il expliqua qu'il s'était juste un peu emballé en parlant de ses rêves. Le feu de camp commença à s'éteindre, signe qu'il était temps d'ajouter du bois. Il s'excusa de nouveau de s'être emporté. En observant la lumière magique, Bright montra le réservoir de magie et se demanda pourquoi l'artefact ne se corrodait pas. Avec un sourire sinistre, Alex n'expliqua pas grand-chose et se contenta de dire que c'était un design spécial. Le garçon fut impressionné par l'invention et remercia pour la reconnaissance, appelant le réservoir de magie son petit partenaire précieux. Bientôt, le groupe atteignit les profondeurs du donjon où le nombre d'ennemis puissants augmentait. Cependant, cela n'avait pas vraiment d'importance pour le dieu de mages qui semait la destruction sur leur passage. Bright ne pouvait qu'observer, émerveillé par la puissance qu'il déployait, dévastant tout comme si de rien n'était. Après un certain temps, le groupe atteignit la tombe du roi suceur de sang, entouré d'innombrables cercueils. Au pied de la stèle, il y avait une chaire où le bâton suceur de sang reposait, brillant de puissance. Cela faisait déjà des jours qu'ils étaient entrés dans le donjon pour la première fois, et l'objectif qu'ils poursuivaient était enfin à portée de main. Au contraire, compte tenu du nombre de monstres à l'extérieur, il n'y en avait aucun ici, mais les cercueils annonçaient pratiquement une situation horrible. Si ceux qui étaient cachés à l'intérieur se réveillaient tous en même temps, il se pourrait qu'ils ne puissent pas l'emporter. Soudain, ils appelèrent le nom de Bright et dirent au garçon naïf que c'était enfin son tour. Avec un sourire doux et convaincant, le chef lui demanda d'aller récupérer le bâton qui se trouvait en bas. Ne s'attendant pas à un ordre aussi absurde, le jeune homme refusa, disant qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse y arriver. Ils le regardèrent d'un air rassurant et promirent de protéger sa sécurité de toute leur force. Comme il ne semblait pas avoir le choix, le mage de la lumière accepta à contre-cœur, et ce n'est qu'après cela qu'il comprendrait tout depuis le début. Bright avait déjà senti que quelque chose clochait. Il serra fermement le bâton, mais dès qu'il le retira du piédestal, le roi Sansu se leva de sa tombe. Alex cria, ordonnant qu'il apporte l'outil jusque-là, affirmant qu'il pourrait vaincre l'ennemi avec. Le croyant comme un idiot, le jeune homme lança de toutes ses forces, projetant le bâton par-dessus le mort-vivant. En le récupérant, le sage se moqua de l'aventurier naïf, disant qu'il était bien trop facile à duper. Il lui fit ses adieux, le félicitant d'avoir parfaitement rempli son rôle. Rien qu'à travers les regards furtifs, Bright savait déjà qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais il choisit d'ignorer les signaux d'alarme qui hurlaient dans son esprit. Raillé presque toute sa vie, il était heureux d'entendre enfin que quelqu'un avait besoin de lui. Il voulait partir à l'aventure avec la personne qu'il admirait et prouver à tous ceux qui le jugeaient qu'ils avaient tort. Par-dessus tout, il ne cessait de penser au temps passé avec Seiya, qui lui avait promis d'explorer le monde à ses côtés. Incapable d'oublier cela, il s'accrochait au rêve qu'ensemble, ils grandiraient et deviendraient plus forts. Et, en effet, ils finirent par partir à l'aventure ensemble. Mais à présent, c'était elle-même qui avait comploté pour le trahir. Il serrait les dents, essayant de supporter la douleur dans son cœur. Sa magie de lumière clignotait sans cesse, peinant à peine à contenir l'avancée des ennemis. Allait-il mourir en ce lieu, utilisé puis jeté comme un outil pathétique? C'en était presque risible. Même s'il avait perdu le compte du nombre de fois où il avait lancé lumière sacrée, il n'abandonna pas et courut désespérément, cherchant un moyen de sortir et de survivre au donjon. Il traversa les morts vivants, les repoussant et se frayant un chemin avec sa magie. Les sorts lancés sans relâche faisaient payer un lourd tribut à son corps. Alors son seul objectif était de s'échapper avant d'épuiser toute sa mana. S'il échouait à maintenir la magie active, il serait dévoré jusqu'aux os en un instant. Les ennemis étaient aussi implacables que lui et continuaient de se rapprocher du pauvre aventurier. Enfin, la sortie du sanctuaire était à une distance qu'il pouvait atteindre. D'une manière ou d'une autre, il devait y arriver, gravir la colline escarpée et se débarrasser complètement de la sangsue. Mais soudain, ses genoux fléchirent et il se mit à cracher du sang. Son corps était en ruine, ravagé par des blessures internes. À son état, il comprit qu'il avait complètement épuisé sa mana après tant de se relancer à la suite. À présent, il ne pouvait plus utiliser la magie. Refusant d'accepter sa propre fin, il s'appuya sur ses bras tremblants, rampant et se traînant jusqu'au bord. Il aperçut une boîte familière posée sur le sol. C'était
C'était le réservoir de mana d'Alex, celui-là même qu'il transportait pour restaurer sa magie. Cependant, depuis qu'il avait obtenu le bâton Sensu, il n'avait plus besoin de porter cet objet lourd. Il se traîna jusqu'à la boîte, tandis que les lueurs de la lumière sacrée commençaient à s'estomper. Il pria pour qu'il reste encore un peu de magie à l'intérieur. En atteignant l'outil, il se demanda comment l'utiliser et s'il y avait un quelconque bouton. Désespéré, il posa la main sur le réservoir, suppliant pour que quelque chose se produise. En un instant, la magie parcourut tout son corps, comme si ses réserves avaient été complètement rechargées. C'était une sensation incroyable, suffisante pour raviver son espoir. Cependant, il remarqua quelque chose d'étrange et commença à se poser des questions. Ayant déjà fait cela plusieurs fois, il reconnut la sensation de transfert magique. Bright était troublé par la familiarité de cette sensation, mais il n'eut pas le temps d'y réfléchir, car les morts vivants apparurent derrière lui. Avec sa mana restaurée, il réussit à lancer de nouveau la lumière sacrée et à tenir les ennemis à distance, du moins pour l'instant. Pendant qu'il se remettait encore de la magie, il attacha rapidement le réservoir dans son dos, prêt à le porter en courant. D'une manière ou d'une autre, il devait passer à travers les ennemis et sortir de là vivant. Alors qu'il était sur le point d'atteindre la sortie, la Sensu l'observait attentivement. Il brillait de puissance et une flamme magique verdâtre tournoyait autour du jeune homme, obéissant aux ordres du monstre. Elle le tira hors de la falaise et le lança de nouveau dans les griffes du Seigneur des morts vivants. Il s'effondra au sol et tout le progrès qu'il avait accompli pour s'échapper. Et tout le progrès qu'il avait fait pour s'échapper s'est simplement envolé en poussière. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rire, sans espoir. C'est une règle courante qu'il faut vaincre le boss du donjon avant de quitter sa demeure. Quand l'aventurier lève la tête, il voit une sortie du donjon de l'autre côté, menant à un escalier. Il doit bien y avoir un moyen de sortir de la salle du boss après avoir relevé le défi. S'il arrivait à immobiliser la Sensu d'une manière ou d'une autre, il pourrait peut-être courir jusqu'à la sortie. Le Seigneur des morts leva la main, invoquant une puissante vague de magie au-dessus de lui. À ce moment-là, des lames noires commencèrent à pleuvoir et il réussit tout juste à éviter d'être touché. Cependant, les sangles du réservoir de magie furent tranchées, se détachant de son corps et tombant au sol. Mais ce n'était pas grave, puisque sa magie était actuellement à pleine capacité. Tant qu'il avait cela, il devrait pouvoir s'en sortir, même face à d'innombrables morts vivants. Un autre éclair de lumière apparut. Comme il s'agissait d'un sort de bas niveau, il pouvait l'utiliser autant de fois qu'il le voulait. L'ennemi chancela en arrière, ébloui par la lumière. S'il arrivait à les retenir tout en courant vers la sortie, il y aurait une chance de survie. C'est alors que la Sensu lança un coup de main, projetant une entaille tranchante directement sur son corps. L'attaque le toucha de plein fouet au torse, le coupant en deux. Se sentant victorieux, le chef mort-vivant éclata de rire, triomphant. Mais le corps du jeune aventurier disparut soudainement dans une lueur jaune. Le monstre resta perplexe, d'autant plus lorsqu'une silhouette sauta par-dessus ses sbires et courut droit vers sa tête. Il réagit vite, mais pas assez vite. Créer des mirages donna à Bright l'ouverture nécessaire pour utiliser la majeure partie de sa magie contre la Sensu. Il poussa un cri de guerre, déterminé à briser le donjon et à en sortir vivant. Le plan était une attaque frontale totale, avec une stratégie d'embuscade en solo. À quelques centimètres du visage de la Sensu, il lança une explosion de lumière sacrée à bout portant. Le boss ferma les yeux, aveuglé par l'éclair qui illumina tout le donjon. Il s'effondra au sol. Bien que la magie de lumière ne cause aucun dégât et ne puisse en aucun cas vaincre ses ennemis, Bright lança le sort à répétition, à grande vitesse. Un sort que les monstres démoniaques détestaient avec ferveur. Les éclairs ne cessaient pas, tandis que le jeune homme donnait tout ce qu'il avait, espérant qu'à force de frapper, leur mouvement finirait par s'arrêter. Ses efforts portèrent leur fruit lorsque le bras de l'ennemi devint mou et immobile. Même après la fin du sort, la lumière persistait sur son visage, comme une brûlure de longue durée. À ce moment-là, la fenêtre de statue de Bright apparut, au moment le plus étrange possible. Haletant, épuisé par la succession de sorts, il resta debout en voyant qu'il venait de monter de niveau, élevant sa magie de lumière au niveau 10. Après tant d'efforts, il atteignit le stade final de l'attribut lumière et reçut le sort pluie de météores. Cependant, la distraction causée par la fenêtre de statue lui fit perdre le temps qu'il avait gagné. Le roi Sensu recommença à bouger. L'immense main spectrale s'étendit pour attraper son corps et Bright resta simplement immobile, choqué et incrédule. La Sensu s'était rétablie et frappa sa propre poitrine avec la main, essayant d'écraser Bright comme une crêpe. Heureusement, le jeune homme réussit à rouler et à s'échapper à temps. Elle s'était réveillée bien plus tôt qu'il ne l'avait prévu et avançait maintenant pour mettre fin à la longue chasse. Une lueur verte spectrale enveloppait son corps et ses yeux brûlaient de fureur d'avoir été bombardés de lumière sacrée. Elle rugit et hurla, faisant trembler tout le donjon. Les ondes de choc faillirent projeter l'aventurier au loin, mais les choses allèrent de mal en pis. Des lances noires commencèrent à sortir du sol, fonçant dans sa direction, et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Apparaissant en rangée, les lances de pierre frappaient sans distinction, même les morts vivants. Bright fut blessé et gémit de douleur, mais il parvint à éviter une blessure mortelle. Malgré tout, les deux ennemis se faisaient face, aucun n'étant prêt à tomber facilement devant l'autre. Il avait récupéré toute sa mana après avoir monté de niveau, il pouvait donc maintenant utiliser la magie suprême de l'attribut lumière. Canalisant la magie dans ses mains, il rayonnait de puissance. C'était comme si tout son corps émettait des faisceaux de lumière éblouissants. Plein de confiance avec sa nouvelle compétence, il les avertit. Ça arrivait et qu'il tremble et désespère. Plusieurs sphères lumineuses apparurent dans les airs et commencèrent à pleuvoir, tandis que l'aventurier lançait une pluie de météores. Les morts vivants hurlèrent et se tordirent en étant enveloppés par la lumière, qui explosait comme des feux d'artifice. Pendant ce temps, Bright tomba à genoux, car la compétence avait consommé presque toute sa magie d'un seul coup. Après un moment, tout redevint sombre, signalant la fin de la pluie de météores. Tout était complètement silencieux, sans aucun signe de mouvement de la Sensu, ni des morts vivants. Le jeune homme sourit avec espoir, pensant qu'il avait enfin vaincu un ennemi avec la magie de lumière. Un léger grognement résonna dans la caverne, qui se mit à trembler. Il comprit ce que cela pouvait être et invoqua une faible lueur de lumière. La Sensu le fixait, son souffle glacé lui donnant des frissons dans le dos. Les silhouettes autour de lui commencèrent aussi à bouger, et il devint rapidement évident qu'il n'avait pas encore gagné. Contre toute attente, chaque ennemi était indemne. Tremblant, il ouvrit sa fenêtre de statue. Il resta sous le choc en lisant la description de la compétence. Pluie de météores invoque une pluie de lumière éblouissante, mais, comme toutes ses autres compétences, la puissance d'attaque était nulle. C'était incroyable que ce soit la compétence suprême de la magie de la lumière. Cela aurait dû être son seul espoir, mais il était désormais anéanti. Après tout, il n'y avait aucune chance qu'il ait la chance de, à la toute fin, recevoir commodément une magie d'attaque, comme cela arrivait à d'autres personnes. On disait que c'était une compétence complètement inutile, un attribut sans avenir. Il éclata d'un rire maniaque et se mit
à maudire son destin malheureux. C'est alors qu'il se mit à tousser et que son corps commença à s'effondrer. Comme auparavant, il atteignit l'épuisement magique, ce qui provoqua la défaillance et la rupture de ses organes. À quelques mètres de là se trouvait le réservoir de magie. Ses yeux exprimaient le désespoir et son corps était épuisé. Mais peut-être, juste peut-être, il pourrait encore survivre grâce à la magie. Le jeune homme tendit la main, désespéré d'obtenir une nouvelle chance de vivre. C'est alors qu'il aperçut une main inerte dépassant dessous la caisse. Il frissonna de peur et de stupeur en réalisant qu'un bras humain sortait de l'intérieur du réservoir. En voyant cette main humaine sortir de la caisse, inerte mais portant encore une légère teinte de vie, Bright fut frappé par l'horrible prise de conscience de ce que cela signifiait. Il se souvint de la conversation qu'il avait eue avec Alex, où ils avaient parlé du réservoir de magie portative. L'image de son sourire forcé, en disant que le réservoir était lourd et encombrant, était encore claire dans son esprit. Il cria et maudit le chef du groupe qui s'était révélé encore plus cruel qu'il ne l'imaginait. Tout le monde était émerveillé par l'invention, il avait même qualifié d'innovant. Mais la façon dont il en parlait, comme s'il ne s'agissait que d'un outil encombrant, résonnait dans l'esprit de Bright. Il refusait d'accepter qu'il parlait d'un être humain de cette manière. Pris de nausée, il vomit, incapable d'accepter cette réalité. Sur ce, il brisa la boîte, promettant de sortir personne de là immédiatement. Mais en détruisant les parties de la boîte, ce qu'il vit à l'intérieur fut encore plus dévastateur. Il y avait une fille, maigre jusqu'aux os, recroquevillée d'une manière qui montrait que son corps avait été forcé de tenir là-dedans. Il vit qu'elle respirait encore et agit rapidement en réalisant que la pauvre enfant était toujours en vie. En la soulevant et en la rapprochant de lui, il fut surpris de voir à quel point elle était légère. Bien sûr qu'elle était légère. Après tout, c'était une personne dont le seul but était d'être utilisée pour le transfert de magie. Pour rendre le réservoir plus facile à transporter, Alex ne la nourrissait probablement pas correctement et la gardait enfermée là pendant si longtemps. Mais maintenant, en la tenant contre son corps fragile, Bright pouvait sentir sa magie affluer en lui comme si c'était naturel. Il se souvint de la sensation qu'il avait eue la première fois qu'il avait restauré sa magie avec le réservoir. À cette occasion, il avait soulevé la boîte sur ses épaules et l'avait traitée comme un outil, sans savoir qu'il y avait une personne à l'intérieur. Envahi par la douleur et la culpabilité de ce qu'il avait fait, il serra la jeune fille dans ses bras, lui présentant ses excuses à plusieurs reprises. Elle était encore inconsciente, mais la magie continuait de circuler et s'intensifiait. L'armée de morts-vivants s'approchait, mais l'aventurier ne bougeait pas d'un pouce. Même après tout cela, elle continuait à lui transmettre sa magie. Il utilisa la lumière magique pour repousser les ennemis et repensa à la façon dont il avait toujours été moqué pour avoir un attribut inutile. Le mage de lumière maudissait Alex, car malgré tout ce qu'il avait traversé, il n'avait jamais été traité comme cette fille. Souriant légèrement, le sage avait dit qu'il ferait n'importe quoi pour atteindre des sommets encore plus grands. Il utilisa Bright pour obtenir le bâton du roi suceur de sang à ses propres fins et, après d'avoir mis la main sur l'artefact, il jeta l'enfant de la boîte comme un vulgaire déchet. Et il en a même ri. Une rage incontrôlable s'empara du jeune homme, qui jura de ne jamais laisser Alex s'en tirer impunément pour ce qu'il avait fait. Il portait la petite fille dans ses bras, continuant d'utiliser la lumière sacrée sans relâche, avec l'intention de s'enfuir avec elle. Bright s'excusa et supplia qu'elle continue à lui prêter sa magie. Ressentant une colère pure pour la première fois de sa vie, il jura qu'il tuerait l'agresseur de ses propres mains. Débordant de pouvoir magique et avec une source apparemment infinie de mana, il utilisa ses sorts à pleine puissance et les lança sans arrêt, se frayant un chemin parmi les morts vivants. Bien que sa puissance d'attaque fût nulle, la lumière purificatrice était différente de tout ce qu'ils avaient vu jusque-là, au point que les squelettes ne pouvaient rien faire d'autre que s'écarter de son chemin. À ce moment-là, le système notifia qu'il avait atteint la valeur maximale de magie de lumière. L'alerte retentissait sans cesse, mais le mage de lumière n'y prêtait aucune attention, concentré sur sa progression à travers l'armée ennemie. Il avait juré qu'il s'échapperait et survivrait avec la jeune fille. Son corps commença à flancher, surchargé et incapable de suivre l'utilisation continue de la magie. Mais Bright ne s'en souciait pas le moins du monde et alla même jusqu'à dire au système d'arrêter de biper et de lui donner un autre sort. Alors qu'il semblait que l'espoir était à portée de main, tout devint sombre et douloureux. Une douleur brûlante surgit dans sa poitrine. Il lâcha la jeune fille, incapable de la retenir. Ils tombèrent au sol ensemble, car la sangsue avait transpercé son corps d'un doigt. Bright était de nouveau au seuil de la mort, tandis que le roi sangsue piétinait ses tentatives de fuite. Il sourit avec mépris et retira son doigt de la poitrine de Bright. L'aventurier était sur le point de s'effondrer, mais il aperçut alors la main fragile de la jeune fille sur le sol, animée par une rage pure. Il serra les dents et planta son pied dans le sol pour se propulser vers le haut. Il leva la main pour riposter, peinant à respirer à cause de la blessure mortelle sur son corps. En appuyant sur sa blessure, il refusa d'abandonner et d'accepter la mort. Pour sauver l'enfant à ses côtés, il invoqua une fois de plus la lumière sacrée. Cependant, rien ne se produisit, à part la fenêtre de statue qui indiquait qu'il y avait une erreur. Elle clignotait sans cesse et une sensation sombre envahit son esprit. Se sentant désespéré, il se demanda s'il avait totalement épuisé sa puissance magique. On lui avait donné plusieurs chances, mais avec son attribut inutile, il n'y avait rien qu'il puisse faire. C'est alors que la fenêtre cligna de nouveau, indiquant qu'il avait débloqué un exploit pour avoir atteint le sommet de la magie de lumière. À sa grande surprise, elle proposait une évolution et lui demandait s'il souhaitait passer de l'attribut lumière à l'attribut foudre. Bright n'en croyait pas ses yeux. Il ne savait même pas que l'attribut foudre existait. La fenêtre posa de nouveau la question, le forçant à choisir simplement entre oui ou non. N'ayant jamais entendu parler d'évolution, il resta là, perplexe, doutant de l'offre du système. Mais, cela dit, il aurait été insensé d'hésiter maintenant, et la réponse était évidente. Il tendit la main pour toucher la fenêtre et déclara qu'il acceptait. Lorsque son doigt toucha l'écran, un éclair de lumière jaillit. La fenêtre brilla avec une puissance suffisante pour aveugler quiconque la regardait. Finalement, elle se transforma en une lueur intense mais douce, affichant les changements dans le statut du jeune aventurier. L'évolution était terminée et son attribut lumière avait évolué en attribut foudre. Mieux encore, cela indiquait qu'il avait acquis un nouveau sort. À la fin de la liste de compétences, il aperçut un sort de niveau 1 appelé laser. Bright regarda avec méfiance, essayant de comprendre la suite inattendue des événements. Lorsqu'il activa la compétence, ses doigts commencèrent à briller d'une lumière blanche et chaude, et il grimaça sous la sensation de brûlure sur sa peau. Un noyau lumineux apparut lorsque le pouvoir magique se rassembla et se concentra dans ses doigts, l'index et le majeur. Puis, ses instincts lui hurlèrent de diriger la nouvelle magie vers le roi sangsue. Avant, il n'y avait absolument aucune chance. Mais maintenant, en pointant sa main comme une arme, c'était comme s'il était guidé pour vaincre le boss mort-vivant sans l'ombre d'un doute. Lorsque la magie atteignit un certain niveau de concentration, la fenêtre du système lui indiqua de tirer. Avec un nouvel espoir, il poussa un
cri de guerre et lança un rayon flamboyant droit devant lui. Voyageant à toute vitesse, le rayon fonça droit vers la tête de l'énorme cible. La sangsue. Le roi sangsue regarda, perplexe, sans comprendre ce revirement soudain de la part d'un ennemi apparemment inoffensif. Lorsque le rayon atteignit sa cible, le rayon blanc fit exploser la tête du roi, sa lumière illuminant les soldats morts-vivants qui observaient. Impuissant, le roi se fit terrasser sous leurs yeux. L'attaque cessa, et Bright resta complètement paralysé par le choc, incapable de comprendre ce qu'il venait de faire. Bright était stupéfait, silencieux, et même l'armée des morts-vivants n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Tous regardèrent le roi sangsue s'effondrer, vaincu et décapité, son âme et sa magie quittant son corps, ne laissant derrière lui qu'une carcasse vide du chef du donjon. Le jeune homme resta bouche bée, essayant de comprendre comment sa magie, qui n'avait jamais infligé de dégâts, avait pu vaincre le roi d'un seul coup. Il avait même fait fondre le mur derrière le monstre avec une chaleur si intense qu'il ressemblait à du verre. Tremblant et un peu méfiant, il ouvrit sa fenêtre de statue. L'écran doré familier apparut et décrivait le laser comme étant capable de transpercer n'importe quoi. Au final, la puissance d'attaque était indiquée comme étant passée de 100 000 à l'infini. Pour quelqu'un qui avait passé sa vie bloquée à zéro, la valeur minimale était maintenant tout simplement incroyable. Trouvant cela insensé, il demanda, méfiant, s'il se moquait de lui. Bien que le boss ait été vaincu, les monstres morts-vivants se ruèrent sur lui. Dans le donjon de classe triple, redouté de tous, on disait que les nécrophages formaient une horde de 1000 créatures. Cependant, pour lui, c'était l'endroit parfait pour tester le pouvoir dont il avait rêvé toute sa vie. À présent, il n'était plus que des ennemis faibles. En concentrant la magie dans ses doigts, il lança une ligne droite qui détruisit tous ceux qui se trouvaient sur son passage. C'était intriguant. Même le fantôme spectral fut anéanti. Grâce à l'évolution, ses blessures mortelles d'autrefois avaient également été guéries. Son pouvoir magique était revenu usé. Bien qu'encore blessé et épuisé par le combat, Bright se tourna vers la jeune fille inconsciente et la remercia de lui avoir sauvé la vie. Avec un sourire, il promit de s'échapper avec elle. Et désormais, ce n'était plus seulement un rêve lointain. Regardant vers la sortie du donjon, il pointa son laser magique droit devant lui et tira. Au fur et à mesure que les ennemis étaient balayés, le rayon ouvrait la voie et il continua à lancer une pluie de tirs, tirant sans discrimination. En commençant par la défaite du roi sangsue, Bright continua d'abattre d'innombrables ennemis et monta de niveau avec succès en quelques instants. Avec le pouvoir entre ses mains, il n'y avait rien qui ne puisse trancher. Utilisant le rayon comme une épée, il le balaya à travers toute la pièce. Cependant, cette méthode semblait à nouveau mettre son corps à rude épreuve. Mais l'aventurier s'en fichait et était déterminé à montrer à la jeune fille le ciel bleu éclatant à l'extérieur. Il avait juré de la sortir de ce réservoir sombre et loin de la personne qui la traitait comme rien de plus qu'un outil encombrant. En se rappelant le visage d'Alex, la colère envahit tout son corps, forçant sa magie à exploser. Bright pointa les doigts vers le haut et tira, ordonnant à ses anciens coéquipiers de l'attendre. L'éclair jaillit, traversant les plafonds du donjon. Pendant ce temps, Silverwheel était encore sur le chemin du retour lorsqu'il entendit un grondement venant d'en bas. Quand ils se sont retournés pour regarder, l'éclair de lumière traversait les couches du donjon et a percé un trou dans la montagne où il se trouvait. C'était si puissant que la lumière du soleil d'en haut a réussi à les atteindre à l'étage le plus bas. En voyant cela, le corps de Bright a finalement cédé et il s'est effondré au sol, succombant à la fatigue. Alors qu'il gisait immobile, une paire d'yeux doux l'observait. La fille dans le réservoir s'était réveillée et était agenouillée juste à côté de son corps. Peu avant que Bright ne vît son laser vers le ciel et ne tire, le groupe de Silverwheel haletait en sortant du donjon. Ils pestaient contre tout, peinant à rester debout, se retenant de s'effondrer, agacés par l'obscurité qui les obligeait à gaspiller de l'énergie. Alex se rendit compte que l'utilisateur de la lumière avait plus d'utilité qu'il ne le pensait et claqua la langue, frustré rien qu'à cette idée. À ce moment-là, plusieurs squelettes morts-vivants s'approchèrent par derrière et lancèrent une attaque surprise contre le mage pris au dépourvu. Heureusement, Kurtz était là pour sauter et lui sauver la vie, ordonnant aux ennemis de geler sur place. Immobilisé, Alex comprend ce qui se passe et en profite pour électrocuter les monstres. Ca les attirait en disant qu'ils devaient courir et s'échapper au plus vite. La situation devenait de plus en plus problématique car les squelettes se réveillaient et les poursuivaient partout où ils allaient. Disant qu'elle n'en pouvait plus, la jeune fille s'agrippa à son chef, pleurant et se plaignant. Il lui dit de tenir encore un peu car ils étaient enfin près de la sortie. Après un moment, ils réussirent à semer les ennemis, mais ils dépensèrent beaucoup d'énergie pour cela. Quand ils demandèrent à Ca d'éclairer le chemin devant eux, elle refusa fermement, arguant qu'elle était déjà. Ses paroles poussèrent Alex à la regarder en silence, avec mépris, les sourcils froncés. Au fond de lui, il la considérait comme inutile. Il l'avait laissée entrer dans le groupe à cause de son pouvoir et de son apparence, mais maintenant il voulait se débarrasser d'elle. Pensant que son feu pourrait fournir un peu de lumière, il l'enlaça avec bienveillance, disant qu'ils avaient besoin d'elle s'ils voulaient sortir d'ici. Il pouvait utiliser la magie de lumière, mais ses limitations l'obligeaient à économiser sa mana uniquement pour les situations d'urgence. La fille résistait encore et insistait pour qu'il utilise le bâton du roi, pour lequel ils avaient tant travaillé afin de l'obtenir. Cependant, comme il s'agissait encore d'un artefact inconnu, il ne pouvait pas l'utiliser avant d'avoir effectué les examens nécessaires. S'approchant de son visage, le chef demande à la jeune fille de tenir encore un peu. Avalant ses peurs et ses hésitations, Ca utilisa la magie du feu et invoqua une petite flamme pour éclairer le chemin. Elle émit une lumière faible et ne dura que quelques minutes. En prenant tout cela en compte, Alex conclut en silence qu'elle était déjà sur le point d'être remplacée. En pensant à la fille du réservoir, il se demanda s'il ne l'avait pas écartée trop vite, mais il se dit aussitôt qu'il pourrait simplement en créer une autre. À cet instant, tout le monde se figea sur place, car le sol trembla et se fissura en dessous d'eux. Un point devant eux commença à brûler et devint roux. Ils regardèrent, perplexes, tandis que le sol bouillonnait, et même s'ils ne pouvaient pas expliquer ce qui se passait, il était évident, à la lumière qui s'échappait peu à peu, que la meilleure chose à faire était de fuir. Mais il était déjà trop tard. Le laser de Bright traversa le plafond. Même en évitant le contact direct, la chaleur résiduelle brûla leurs vêtements, mettant tout en feu et les enveloppant dans les flammes. Désespérés, ils fouillaient dans leur sac à la recherche d'eau pour éteindre le feu. Incapables d'en trouver, ils se contentèrent de n'importe quel liquide disponible et s'aspergèrent aussi vite que possible. Malheureusement, Seiya s'est mouillé avec quelque chose qui avait une odeur horrible, mais tout le monde s'est agité en vitesse, arguant que c'était mieux que de mourir brûlé. Ils ont réussi à éteindre le feu, mais leurs vêtements étaient roussis et leur corps endoloris. Pour ne rien arranger, la terrible odeur de la magicienne persistait encore. Quoi qu'il en soit, ils regardèrent le gigantesque trou et se demandèrent si, par hasard, cela menait directement à la salle du boss. Ils levèrent les yeux et virent que le ciel était également visible, malgré les différentes couches du donjon. Futz pensa à la sangsue et se demande si c'était sa magie, mais il dit que ça ne devrait pas être comme ça. Le
prêtre demande alors à Sea de lancer quelques offrandes là en bas pour peut-être atteindre le fond. Elle refuse, disant que le garçon était agaçant et inutile, même quand ils étaient enfants. Ramenant le ton sérieux, Alex dit qu'ils sont vraiment dans de beaux draps si c'était vraiment de la magie du roi Sansu. S'il a dévoré Light et qu'il est encore en vie, ça veut juste dire qu'ils seront les prochains. Finalement, les deux réalisent la gravité de la situation. Et voyant à quel point c'était grave pour eux, ils ordonnèrent à Seiya d'invoquer la lumière, promettant de la protéger pendant qu'elle serait à court de magie. La mage du feu a rapidement invoqué une flamme, ne voulant surtout pas être la prochaine cible du boss. Sur ce, ils se sont mis à courir aussi vite qu'ils pouvaient, déterminés à sortir de la vivant. Pendant ce temps, la lumière de l'extérieur traversait plusieurs étages du donjon et brillait sur un corps solitaire dans les profondeurs. La main de Bright, qui ne bougeait plus depuis un bon moment, a tremblé, reprenant vie. Au fond du donjon du roi Sansu, la lumière du soleil de l'extérieur descendit et atteignit le visage de Bright. En ouvrant les yeux, il douta lui-même d'avoir survécu au combat contre le boss. Le jeune homme se souvient d'avoir reçu une blessure mortelle à l'estomac. C'est pourquoi il a crié de désespoir, maudissant Lex en lançant un rayon de lumière vers le ciel. Il n'avait ni magie de soin, ni force restant. Alors, comment diable était-il encore en vie? En se couvrant le visage pour réfléchir, il remarqua que ses mains étaient grossièrement enveloppées de bandages. Désireux de savoir qu'il avait soigné, il claqua des doigts pour invoquer une sphère de lumière éclatante. Il gémit et se tortilla en s'asseyant, encore blessé, bien qu'entièrement recouvert de bandages. En regardant sur le côté, il vit ses vêtements déchirés et sales. Il n'y avait aucune chance que Silverwill soit revenu pour le sauver, et il n'y avait aucun signe d'autre groupe à proximité. Alors, qui aurait bien pu leur porter secours? C'est alors qu'il entendit un léger bruit sourd derrière lui. Il se retourna rapidement et, à sa grande surprise, la petite fille d'avant était là, debout, le regardant faiblement. Sa peau était pâle, son corps extrêmement maigre et ses cheveux blancs comme neige. Bright l'a reconnue comme la fille qui était dans le réservoir de mana, enfermée dans cet espace exigu et vidé de ses pouvoirs pour être utilisée par quelqu'un d'autre. Elle tendit le bras et pointa la sphère de lumière. Sortant de sa transe, il se rendit compte qu'elle utilisait à nouveau la magie et lui demanda gentiment si c'était elle qui l'avait soignée. Elle acquiesça silencieusement et il la remercia de lui avoir sauvé la vie. Il y avait encore une odeur persistante de potions et d'herbes médicinales qu'elle avait probablement utilisées. En touchant son corps, il remarqua qu'il avait gagné du muscle, même avec les bandages. Son évolution avait dû aider à une récupération rapide, car elle influence la croissance physique et soigne même un peu le corps. En revanche, le niveau de magie s'améliore avec la maîtrise de son utilisation. Quant au niveau d'aventurier, il n'augmente pas beaucoup à moins de vaincre directement des ennemis. Ayant affronté seul toute une salle de boss, Bright ouvrit curieusement sa fenêtre de statut et, à sa grande surprise, son niveau avait doublé après l'affrontement. Il était maintenant au niveau 30. Sans aucun doute, c'était le résultat d'avoir vaincu le roi Sansu, tandis que les autres morts-vivants n'étaient qu'un bonus. Pour un aventurier, vaincre des ennemis était quelque chose de naturel, mais il n'avait tout simplement pas réussi à le faire jusqu'à présent. Au moins, les énormes marques sur les murs, les dégâts et surtout, le trou gigantesque dans le plafond prouvaient que cela avait changé. À ce moment-là, la jeune fille éternua, probablement parce qu'elle avait froid. Inquiet pour sa petite sauveuse, Bright se mit à fouiller, cherchant quelque chose pour la couvrir. Tous ses vêtements étaient sales, mais comme c'était mieux que rien, il enroula un manteau chaud autour du corps de l'enfant. Elle le regarda avec curiosité, sans comprendre cette gentillesse. En voyant son expression confuse, il se rappela quelque chose qu'il avait oublié. Il se présenta à sa nouvelle amie et lui demanda son nom. Elle resta silencieuse un moment et il ne put s'empêcher de remarquer ses traits. Elle était magnifique. Malgré ses cheveux blancs, ses yeux ressemblaient à de l'obsidienne polie. Ses lèvres s'ouvrirent prudemment et elle se présenta comme Yami. Bright sourit joyeusement, disant que c'était un nom magnifique. Malgré le compliment, elle ne répondit pas de nouveau, ce qui était naturel. Après tout, elle avait passé tellement de temps enfermée dans ce réservoir. La colère parcourut son corps en se souvenant de Lex et du reste du groupe Silverwill qui s'était moqué de son attribut de lumière inutile. Fermant les yeux, il mit ce sentiment de côté pour l'instant. En parlant avec Yami, il suggéra qu'il quitte ce donjon sombre et aille en ville, au moins pour le moment. Avec des yeux pleins d'espoir, il dit qu'il voulait lui montrer le beau monde extérieur. La jeune fille acquiesça. Même s'il s'échappait, il n'était pas question de la laisser seule. Alors il avait besoin d'argent pour qu'ils puissent rester ensemble. Comme ils avaient décidé de partir, il lui demanda d'attendre juste un peu plus longtemps. Il y avait quelque chose qu'il devait faire avant, puisqu'il avait maintenant besoin d'argent pour 2 personnes. Bright se prépara à ramasser tous les butins de la bataille. Essayant d'aider, Yami ramassa délicatement un ordre sur le sol et examina l'objet avec des yeux pleins de curiosité. En voyant le regard confus de l'enfant, il expliqua que c'était des noyaux de morts vivants, des objets laissés lorsque les ennemis sont vaincus, qui pouvaient être rapportés à la guilde en échange d'argent. Après tout, il n'y avait aucune chance qu'Alex paie la récompense de la mission et tout son équipement était détruit. Yami ramassa quelques autres noyaux, les rassembla dans ses mains et les tendit au jeune homme. En voyant qu'elle voulait aider, il la remercia avec un sourire. Cependant, soudainement, sa respiration devint haletante et il sentit son corps s'affaiblir. Elle était en train de perdre ses forces et tomba dans ses bras, épuisée. Restée prisonnière dans le réservoir tout ce temps, son pouvoir magique avait été constamment drainé et, malgré son corps fragile, elle avait soigné ses blessures avec tant d'efforts. C'est pourquoi il accouche délicatement et laisse la jeune fille se reposer pendant qu'il part rassembler le butin tout seul. Ses petits yeux le regardèrent, semblant vouloir protester. Comprenant, il lui promet qu'il ne la laissera pas derrière. Bien qu'ils ne se connaissent pas depuis longtemps, voir son dos s'éloigner fut assez réconfortant pour que la petite puisse se reposer, blottie dans la chaleur de son manteau épais. En courant à travers le donjon, Bright aperçoit plusieurs objets au sol. En regardant de plus près, il se rend compte qu'il s'agit des sacs de la Silverwill, avec des potions et des outils éparpillés. Déconcerté, il se demande si elles ont abandonné les provisions en fuyant. Comme Yami a probablement déjà utilisé les potions et les herbes, il vérifie s'il reste quelque chose d'utile. Il fouille les sacs et se réjouit de trouver des vêtements de rechange pour la jupe. Une excellente nouvelle, car il pourrait y avoir quelque chose que la fillette puisse porter. Malheureusement, le style de la magicienne du feu était complètement inadapté et ne convenait pas à une enfant. Yami n'avait que ses sous-vêtements, alors il devait absolument trouver quelque chose pour qu'elle s'habille. En plus d'avoir froid, il risquait probablement d'être arrêté s'il la laissait se promener ainsi. Il rejette la tête en arrière, comme s'il se réveillait d'un cauchemar, et insiste sur le fait qu'il n'a pas ce genre de penchant. À cause de cela, il se souvient de Kutz, dont tout le monde à l'orphelinat savait qu'il traquait les fippos. On disait qu'il les recueillait en feignant la gentillesse, puis les revendait comme des marchandises de luxe. L'idée que Seiya puisse être l'une de ses filles le frappe de plein fouet. Si elle a commencé sous la garde du prêtre et a ensuite été transférée au grand sage, il est possible que les deux hommes aient été liés dès le début. Cependant, tout deviendra
deviendrait encore plus sinistre si une autre rumeur concernant le prêtre s'avérait vraie. On disait qu'il vendait les enfants directement à des êtres humains. Avec la façon dont Alex traitait Yami, on peut supposer qu'il l'a acheté comme un produit. Il ravale sa salive sous le choc en réalisant qu'elle a été vendue comme un outil vivant par ce prêtre immonde. Serrant les poings, envahi par la colère, il se maîtrise et se retourne après avoir retrouvé son calme. Sa priorité, pour l'instant, était de sortir les deux en sécurité du donjon. Quant au butin du roi Sansu, il pourrait rapporter assez pour qu'ils vivent confortablement pendant un certain temps. Il dit aux sages méprisables et aux prêtres d'attendre, leur vengeance est proche. Sa vengeance est proche. Pendant longtemps, l'aventurier a continué à fouiller la zone, ramassant tout ce qu'il pouvait trouver. Même les cendres de la sangsue valaient beaucoup, alors il devait récupérer tout ce qui était possible. Après tout, il pouvait y avoir quelque chose d'utile sur l'autel. En nettoyant la surface, il la pousse et est surpris par ce qui était caché à l'intérieur. En y glissant la main, il en sort un grand morceau de tissu. Ce n'était pas la cape de la sangsue, puisqu'elle était partie en cendres à sa mort, donc ce qu'il avait entre les mains était peut-être un suaire. En le regardant, il a une idée. Pendant qu'il travaillait là-dessus calmement, la lumière éclairait la jeune fille endormie, mais son sommeil fut interrompu lorsque Bright appela son nom à haute voix et la réveilla. En ouvrant ses yeux fatigués, elle les frotta pour chasser le sommeil, tandis qu'il s'excusait et lui disait qu'il était temps de rentrer à la maison. Avec un immense sourire sur le visage, il dévoile une magnifique tunique et lui dit d'enfiler le tissu. Habillé de ses mains et en couture, il avait confectionné cela avec le suaire du roi Sansu. Cela lui allait parfaitement. La jeune fille fut surprise par sa réaction et tourna sur elle-même pour montrer la tenue, semblant heureuse de ce cadeau. Ensuite, il l'appelle et lui tend la main. Bien que ce fût un geste innocent de sa part, les traumatismes de la jeune fille se réveillent. Elle se souvient des hommes qui tendaient la main, puis faisaient des choses horribles avec elle. Elle ferme les yeux, s'attendant au pire, mais acceptant déjà ce qui allait arriver. Cependant, ce qu'elle ressent n'est qu'une caresse chaleureuse, une main qui lui effleure la tête en signe d'approbation. Elle lève les yeux, surprise, découvrant pour la première fois la joie d'un contact doux et affectueux. La regardant avec ses grands yeux, Bright invite la petite fille à quitter le cachot avec lui. Enfin, Yami sourit sincèrement, aimant pour la première fois l'idée d'être avec lui d'une manière différente. Bright porte Yami endormi sur son dos, alors qu'il avance dans le sombre cachot. Il se souvient du moment où il a dit à la petite de monter sur son dos. Maintenant qu'il la porte vraiment, il se rend compte à quel point elle est lourde. Il remercie sa bonne étoile d'être devenue plus fort en montant de niveau. Il se rappelle qu'il a l'habitude de porter des choses depuis qu'il est enfant, là-bas à Aram. Il regarde son visage et pense qu'elle est plus légère que les choses qu'il avait l'habitude de porter. Il remarque aussi qu'elle est bien plus légère que n'importe qui à l'orphelinat. Il se souvient qu'Alex disait qu'elle était lourde et gênante. Il en déduit qu'Alex l'a rendue intentionnellement plus légère. Cette pensée pousse Bright à déclarer à haute voix qu'Alex est un salaud. Yami se réveille à cause de cela et alors il s'excuse. La petite fille lui demande s'il va bien et il répond avec un sourire, disant que tout va bien. Il rappelle à la fillette qu'il est maintenant au niveau 30, donc elle n'a pas à s'inquiéter pour lui. Il lui demande de regarder devant elle et lui montre qu'ils sont presque arrivés à la lumière au bout du tunnel. Il sort et ses yeux contemplent la vision paisible du ciel bleu et des oiseaux qui volent. Il se baigne dans la lumière du soleil. Bright rit de soulagement et Yami imite le son qu'il fait. Il observe le paysage autour de lui et pose Yami par terre, lui demandant ce que ça fait d'avoir de l'herbe sous les pieds. La fillette dit que c'est doux. Elle sourit en profitant du réconfort que cela lui procure. Il rappelle à la fillette que le monde ne se limite pas à un petit réservoir sombre. La fillette observe l'endroit et sent que le monde peut redevenir beau. Bright a les yeux embués alors qu'il respire profondément. Il crie, les mains levées vers le ciel, qu'il est de retour. La petite fille l'observe puis regarde ses propres mains. Bright se demande à quoi elle pense. Ensuite, elle lève la main et fait semblant de crier elle aussi. Cela fait rire Bright. Il se souvient à quel point ils ont frôlé la mort dans le donjon. Bien qu'ils aient été enfermés dans une boîte, il pense à Alex et au fait qu'ils n'ont pas été vaincus par lui. Il crie vers le ciel tandis que Yami continue d'imiter ses gestes. Bright raconte qu'il n'avait aucune idée à quel point Alex et Kutz étaient maléfiques. Il dit que, même s'il est heureux maintenant, il y a encore des complots en cours dont ils n'ont pas connaissance. Pendant ce temps, dans la ville de l'église, les gens murmurent, mal à l'aise, à propos de quelque chose qui se passe. On découvre que Kutz conduit une charrette tirée par des chevaux, vêtue de presque rien. Le prêtre essaie de paraître calme, même s'il sait très bien comment la foule le perçoit. Sea et Alex sont à l'intérieur de la charrette, eux aussi avec des vêtements déchirés. Ils se sentent mal à l'aise à cause de tous les regards qu'on leur lance. Sea crie que, dans cet état, elle ne pourra jamais se marier. En secret, Alex est agacé et aimerait qu'elle se taise. Il s'inquiète du fait qu'ils ont peu de provisions et de nourriture. Il ordonne à Kutz de s'arrêter quelque part. Alex dit à Kutz qu'il doit voler quelqu'un pour avoir un abri, des vêtements et de l'argent. Kutz s'y oppose, disant qu'il y a des gardes dans les environs et qu'ils ne peuvent pas risquer de se faire attraper. Alex demande à Sea si elle a besoin de se laver. Sea sait qu'elle sent mauvais, mais elle hésite encore à parler à quelqu'un. Alex essaie de les convaincre que beaucoup de gens feraient n'importe quoi pour aider leur groupe. Sea répond en disant que personne ne croira qu'ils sont la Silver Whale en portant ses vêtements. Alex insiste sur le fait qu'ils doivent tuer quelqu'un pour prendre ce dont ils ont besoin. Kutz s'y oppose fermement, disant que cela entacherait le nom du groupe. Alex cède et décide de retourner à la guilde pour récupérer les fontes et les provisions qui y sont gardées. Kutz est soulagé qu'il ait changé d'avis car il a peur de se faire attraper et de compromettre les affaires futures. Alex pense à quel point Kutz est moralisateur, même en commettant autant de crimes. Il regarde sa propre main et se demande pourquoi sa magie n'est toujours pas revenue. Cela lui fait penser que Yami est probablement déjà mort. Il a le sentiment que c'était du gâchis de l'avoir laissée derrière. Il se souvient à quel point elle était petite et légère à porter et de la puissance magique écrasante qu'elle possédait. Il pense à son nouveau bâton du roi Sansu. Il se souvient de la lumière puissante et de la façon dont le bâton l'a protégé de tout dommage. Il se demande de quoi ce bâton est fait et s'il est maudit. Il décide d'examiner le bâton en rentrant à la capitale. Il prévoit aussi de fabriquer un autre char au cas où il ne pourrait pas utiliser le bâton. Il soupire à cette idée car le char magique a beaucoup de limitations. Il pense au problème de devoir trouver une personne petite et légère avec un grand pouvoir magique à mettre dans le char. Il déteste le fait que les sujets d'expérimentation qu'il a amputés par le passé pour alléger le char soient morts. Les yeux déterminés, il ordonne à Kutz de trouver un enfant avec un grand pouvoir magique de lumière ou d'ombre dès leur retour. Kutz dit que ce qu'il demande est rare. Alex lui ordonne de vérifier toutes les connexions qu'il a. Kutz répond qu'il a compris et qu'il s'en occupera. Alex pense au fait que les orphelins avec des attributs de lumière ou d'ombre ne se vendent pas bien comme esclaves. Quant aux enfants avec des attributs d'ombre, ils sont généralement rapidement écartés. Il se souvient de Bright
et à quel point c'était surprenant. Surprenant que quelqu'un avec un attribut de lumière comme lui soit resté aussi longtemps dans un orphelinat sans être expulsé. Il affiche un sourire malveillant, se félicitant d'avoir rendu service en utilisant des déchets comme eux. Il se souvient de la première fois où il a acheté Yami. Il se rappelle à quel point la petite fille était heureuse de le rencontrer. Quand il l'a mise dans une cellule, il a vu le visage de la fillette se remplir d'incrédulité et de désespoir. Il se souvient de la façon dont elle pleurait en recevant peu de nourriture et de mauvaise qualité, et de comment il lui a écrasé la tête. Il se souvient de combien il adorait son expression quand il a poussé dans le réservoir, de la façon dont elle pleurait tant. Il serre fermement le bâton et rit en disant qu'il se souviendra toujours de sa souffrance. Seiya semble troublé en observant Alex rire. Il continue de penser que rien n'égale l'excitation de détruire la victoire de quelqu'un. Il continue de rire pendant que les autres essaient de ne rien dire à ce sujet. Il pense à la façon dont il a surmonté l'humiliation d'avoir reçu la tribu nulle et croit que cela justifie sa vengeance contre le monde et son droit de faire ce qu'il veut. Pendant ce temps, Brit et Yami sont toujours dans la forêt. Brit aperçoit un ruisseau à proximité, appelle Yami et lui fait une demande. Brit montre la source à Yami et lui propose qu'il se lave. Il lui demande si elle a compris et elle hoche la tête, disant que oui. Il l'emmène jusqu'à l'eau et lui donne du savon. Le garçon va de l'autre côté d'un rocher pendant qu'il attend qu'elle se lave. En attendant, il inspecte toute la nourriture que les autres ont laissée derrière eux. Il demande si elle a déjà fini son bain, mais n'obtient pas de réponse, ce qui l'inquiète. Il demande la permission de jeter un coup d'œil et reste choqué en voyant que la jeune fille est toujours habillée dans l'eau, ne faisant rien, regardant simplement le savon qu'il lui a donné. Il s'approche et lui demande pourquoi elle n'a pas encore enlevé ses vêtements avant d'entrer dans l'eau. Yami reste silencieuse et le regarde simplement, l'air confus. Brit se rend compte qu'il va devoir lui apprendre plus de choses qu'il ne le pensait. Il essaie d'expliquer qu'elle doit enlever ses vêtements, mais Yami répond qu'elle ne veut pas, car elle pense qu'ils vont disparaître dès qu'elle les enlèvera. Brit remarque à quel point elle semble innocente. Il essaie de lui expliquer qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car il lavera lui-même ses vêtements pour elle. La jeune fille hoche la tête, disant qu'elle a compris. Brit attend à nouveau qu'elle termine son bain. Il demande encore une fois la permission de vérifier comment elle va. Il voit qu'elle est encore debout dans l'eau, sans rien faire, simplement en train de regarder un papillon à proximité. Il se demande comment cette fille a pu survivre aussi longtemps sans même connaître le concept de prendre un bain. Il se rappelle que Yami a passé la majeure partie de sa vie à l'intérieur du réservoir de magie. Il essaie de trouver un moyen de faire avancer la situation. Il se sent mal à l'aise de l'aider à se laver, mais il se convainc qu'il est désormais comme le père de la jeune fille, essayant d'ignorer l'embarras de ce qu'il doit faire. Il entre dans l'eau et propose de l'aider à se laver, bien qu'il évite de la regarder directement. Il essaie de la convaincre, ainsi que lui-même, qu'il n'y a rien d'étrange à cela. Après l'avoir lavée, Brit aide Yami à remettre ses vêtements. À présent, elle semble propre et rayonnante en les enfilant. Il dit qu'ils vont reprendre le voyage. Pendant une pause pour manger, il lui demande si elle veut encore monter sur son dos, mais la fillette secoue la tête, refusant. Brit lui demande alors de lui dire quand elle sera fatiguée. Il marche jusqu'au coucher du soleil, lorsque des gobelins les prennent en embuscade depuis les buissons. Brit en tue un avec son rayon laser, et un autre lui saute dessus, mais il est aussi touché. Il demande à Yami de rester derrière lui, mais il voit qu'elle ne réagit pas. Elle reste simplement immobile, tandis que les gobelins l'encerclent. Il court vers elle, mais elle reste figée, les yeux vides de toute réaction. La main d'un gobelin s'approche de son visage, mais elle ne s'y même pas, ne bouge pas. Brit court vers elle et élimine les gobelins autour. Après un moment, tous les gobelins sont en morceaux. Brit demande à Yami pourquoi elle n'a rien fait pour se protéger. La petite fille le regarde simplement, l'air confuse, puis son ventre gargouille. Brit soupire et décide d'oublier l'affaire. Il demande à Yami de rester derrière les rochers pendant qu'il prépare le repas. Il se demande si la fillette n'a vraiment aucun instinct de survie. Il n'arrive pas à imaginer le genre de vie qu'elle a eu jusqu'à présent. La nuit est déjà tombée et Brit et Yami préparent le repas près du feu de camp. Le ragoût brille dans la marmite. Brit remarque que Yami sent l'arôme. Il lui dit que cela s'appelle du ragoût. Il explique qu'il a utilisé des ingrédients trouvés dans la forêt pour le préparer. Il montre le ragoût et lui apprend le nom de chaque ingrédient. Il se vante des 5 herbes et de la viande séchée qu'il a ajoutées au mélange. Il prend la louche et sert une tasse de ragoût à Yami. Il lui conseille de faire attention à la chaleur. Il lui montre quoi faire en soufflant sur sa propre cuillère. Elle imite le geste puis porte la cuillère à sa bouche. Il lui demande si elle a aimé. Son visage exprime un bonheur immense. Il adore voir à quel point elle a aimé et lui dit qu'elle peut manger doucement. Plus tard, Brit demande s'il peut lui poser plus de questions pour mieux la connaître. Elle acquiesce d'un signe de tête. Il lui demande quel âge elle a et elle répond qu'elle ne sait pas. Il lui demande son nom de famille, mais encore une fois, elle dit qu'elle ne sait pas. Il lui demande alors si elle sait utiliser la magie, mais même là, elle ne sait toujours pas. Il lui demande où elle habite pour pouvoir la ramener chez elle. Yami réfléchit à la réponse et dit qu'elle habite dans la tour magie. L'homme dit alors qu'il voulait savoir où elle habitait avant qu'Alex ne l'emmène là-bas. La jeune fille répond qu'elle ne sait pas. Elle se souvient du jour où Alex a dit qu'elle faisait partie de sa famille. Elle répond qu'Alex a dit que la tour magique était sa maison. Bright commente à voix haute à quel point c'est révoltant. Il ne supporte pas l'idée de ce qui a pu lui arriver dans cette tour. Il se souvient de la façon dont Yami n'a pas réagi lorsqu'elle a été attaquée par les gobelins et réalise qu'elle a grandi dans un endroit où on lui a appris à ne pas accorder de valeur à sa propre vie. Il ferme les yeux et réfléchit profondément à la colère qu'il ressent envers Alex. Lorsqu'il les rouvre, il ressent quelque chose. Yami s'est endormie, la tête posée sur son épaule. Il observe à quel point elle semble paisible et sourit. Il retire délicatement le bol de ragoût de sa main et pose sa tête sur son genou. Des larmes coulent de ses yeux et il les essuie. Il promet de ne jamais pardonner à Alex et jure qu'il vengera Yami. Il se rappelle comment Alex l'a utilisé comme bouc émissaire, a enfermé Yami dans un réservoir et l'a jetée quand elle n'était plus utile. Il pense à tuer cet homme cruel. Bright caresse la tête de Yami et réfléchit à ce qui lui arriverait si jamais il était arrêté pour avoir tué Alex. Il imagine qu'elle serait à nouveau vendue, sans aucune connaissance pour survivre. Il l'imagine avoir une vie terrible, même si elle finissait dans un orphelinat. Il jure qu'il ne laissera jamais cela arriver. Il prévoit seulement de blesser Alex jusqu'à un certain point et de profiter de l'orgueil de cet homme, sachant qu'il ne raconterait jamais à personne qu'il a été tabassé par un orphelin avec un attribut raté comme le sien. Il allume son doigt avec un faisceau laser, se préparant pour le moment où Alex viendra le traquer. Il essaie de bouger Yami, mais la petite main de la fille attrape la sienne et elle lui pince le doigt. Il promet de ne jamais la laisser seule et dit qu'il la protégera toujours. Pendant ce temps, Futz est à la guilde de la ville et il est frustré parce que Mel, la réceptionniste, ne le laisse pas retirer de l'argent sans pièce d'identité. Tout le monde regarde Futz à cause de son comportement agressif. Mel lui rappelle qu'il a besoin de sa plaque d'identification.
Kutz dit que sa plaque a été brûlée lors d'une mission. Elle lui demande de remplir un formulaire pour traiter une nouvelle plaque. Kutz s'énerve et crie qu'il n'a plus d'argent et qu'il n'a pas de temps à perdre avec ce genre de paperasse. Il déclare qu'il est le prêtre du célèbre groupe Silver. Mel fait une grimace, car il ressemble plutôt à un pervers avec ses vêtements déchirés. Elle pense à le dénoncer, approchant son doigt du bouton de sécurité caché sous le bureau. Avant qu'elle n'appuie sur le bouton, Kutz essaie de lui rappeler qu'elle est arrivée à la guilde il y a 4 jours avec Alex. Mel se souvient d'avoir présenté Britt à Alex. Kutz remarque qu'elle est en train de se rappeler les événements et lui rappelle qu'il était là aussi. La réceptionniste dit qu'elle ne se souvient pas de l'avoir vu, mais bien de Britt. Elle dit que Britt est digne de confiance pour la guilde et qu'elle accepterait le retrait d'argent si le jeune homme le recommandait. Kutz frappe la table du poing et dit que Britt est mort. Mel est sous le choc en apprenant la nouvelle et demande frénétiquement ce qu'il veut dire. Kutz explique que Britt est mort de la main du roi Sansu. Mel reste de nouveau silencieuse. Kutz prend ses papiers de renouvellement, écrit dessus et les lui rend. En sortant, Mel essaie encore de poser plus de questions sur Britt, mais le prêtre les ignore. Il ferme la porte sans dire un mot. Il retourne à la charrette de l'équipe. Là, Alex est frustré d'apprendre que Kutz n'a pas réussi à retirer d'argent. Le prêtre explique que c'est parce que toutes les plaques d'identification ont été brûlées pendant la mission. Il suggère qu'il retourne simplement directement à la capitale. Mais Alex et Sie rejettent tous les deux l'idée à cause de leurs vêtements déchirés. Kutz commente que la situation aurait été différente si Britt était encore en vie. Furieux, Alex demande ce qu'il veut dire par là. Le prêtre répond que la guilde aurait autorisé le retrait si Britt s'était porté garant pour eux. Alex demande s'il a dit qu'il était avec le grand sage. Kutz répond que oui, mais même ainsi, la guilde accorde plus de valeur au nom de Britt. Alex donne un coup de poing contre la paroi de la charrette. Furieux, il se sent humilié en apprenant qu'un raté comme Bright est considéré comme plus important que lui. Sea remarque à quel point il est tendu. Alex ordonne à Kutz de vendre le cheval. Le prêtre lui rappelle que la valeur marchande sera basse, car la journée touche à sa fin. Alex répond que cela n'a pas d'importance, tant qu'ils peuvent loger dans une auberge bon marché. Il est convaincu qu'après s'être nettoyé, la guilde changera certainement d'attitude et il jure que, si cela n'arrive pas, il forcera la guilde à obéir. Pendant ce temps, Bright et Yam peuvent déjà apercevoir Churchtown au loin. Bright dit fièrement à Yami que c'est là qu'il habite. Pendant ce temps, les membres de Silver, où ils ont l'air misérables marchant dans les rues de la ville avec leurs vêtements en lambeaux. Bright et Nami sont près de la porte de la ville. Bright est tout excité rien qu'à revoir cet endroit. Son expérience de mort imminente et l'évolution de ses pouvoirs lui donnent l'impression d'être parti depuis très longtemps, même si cela ne fait que quelques jours. Il ferme les yeux et serre le poing, se sentant béni. Il dit à Yami qu'ils sont sur le point d'entrer dans la ville et la prévient qu'il y aura beaucoup de monde, mais il lui assure qu'elle n'a pas à avoir peur. Yanni lui prend la main. L'homme est surpris, mais ce geste lui apporte aussi de la sérénité. Il regarde le visage de l'enfant et souhaite, plus que tout, la protéger. Les deux gardes au poste de la porte sont stupéfaits de voir Bright s'approcher. Il crie son nom dès qu'il s'approche. Il demande comment il est encore en vie. Bright ne comprend pas de quoi il parle et se contente de leur assurer qu'il est bien là, devant eux. Les deux gardes sont heureux et les larmes leur montent aux yeux en le voyant. Il lui demande d'aller vite à la guilde. Bright les regarde, perplexe, mais acquiesce. À la guilde, les gens sont rassemblés autour d'une table couverte de fleurs, avec une photo encadrée de Bright au centre. Un prêtre prononce un sermon et Mel s'approche de la table. Elle semble plongée dans des pensées profondes et tristes en fixant la table. La personne à côté d'elle, les yeux pleins de larmes, rappelle à Mel qu'elle doit commencer la veillée funèbre. Mel se met à pleurer en essayant de parler. Soudain, elle s'effondre et crie, disant qu'elle se sent coupable d'avoir recommandé la mission qui l'a tué. Elle dit à Bright qu'il est un idiot d'être mort. Bright entre par la porte d'entrée et demande s'il faut un concours de celui qui dit le plus de mal de lui. Tout le monde est choqué de le voir, surtout Mel. Elle court vers lui, les larmes aux yeux, soulagée. Plus tard, Mel raconte à Britt qu'un homme presque nu lui a dit qu'il était mort. Maintenant, Mel est furieuse en pensant que le type qui prétendait être membre de la Silver Will mentait. Pour ne pas compliquer les choses, Britt lui dit qu'il s'est simplement séparé du groupe. Mais elle est tellement énervée qu'elle dit qu'elle va annuler la procédure de réémission que l'homme menteur avait demandé. Bright demande à Mel si elle connaît un bon magasin d'outils. Il dit qu'il veut vendre les objets qu'il a récupérés sur les monstres, mais qu'il ne sait pas où aller. Il explique qu'il a besoin d'argent pour s'occuper de la petite fille qui est avec lui. Mel essaie de parler avec Yemi et lui demande comment elle s'est perdue dans la forêt. Bright se sent coupable de devoir mentir à Mel sur la façon dont il a trouvé Yemi. Mel réfléchit à quel magasin d'outils recommander. D'autres membres de la guilde recommandent un magasin situé dans une ruelle à l'arrière, ce que Mel trouve aussi être une bonne idée. Elle prévient Bright que le propriétaire du magasin est bizarre, mais qu'il paie mieux que les autres. Elle lui dit aussi de ne pas juger la boutique à son apparence extérieure. Bright et Yemi commencent à marcher jusqu'au magasin recommandé. Bright dit à Yemi qu'ils iront manger après avoir visité l'endroit. Ils commencent à s'inquiéter car les ruelles deviennent de plus en plus étroites à mesure qu'ils approchent de la destination indiquée sur la carte. Il est surpris de voir que le magasin ressemble à une maison hantée, avec des crânes sur la porte et des planches de bois couvrant les fenêtres. Maintenant qu'il voit à quel point la boutique a l'air effrayante, Bright hésite à entrer. Il se rappelle que Mel lui a dit de ne pas s'inquiéter de l'apparence et que d'autres membres de la guilde ont aussi recommandé cet endroit. Finalement, il décide d'y aller quand même parce qu'il est désespéré d'avoir de l'argent. Il ouvre lentement la porte et demande s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Le propriétaire est là, encapuchonné, en train de fumer une longue pipe. La personne demande combien de temps il va attendre avant de se décider à entrer pour de bon. Nerveux, Britt ouvre complètement la porte et entre. Lui et Yann s'approchent du propriétaire, qui se trouve derrière le comptoir. Au comptoir, Bright regarde autour de lui et reste mal à l'aise dans cette ambiance sombre. Cependant, il remarque que les objets exposés semblent normaux. Il regarde à nouveau le propriétaire, mais il n'arrive pas à savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Bright pose ses objets sur le comptoir et ouvre son sac, révélant plusieurs objets provenant de monstres vaincus. Il sort ce qu'il pense pouvoir mieux vendre. Le propriétaire examine les objets et, soudain, laisse tomber sa pipe. Il se lève, effrayé, et exige de savoir où Bright a trouvé ces objets. Bright répond qu'il les a pris dans la cachette du roi Sansu. Le propriétaire exige de savoir si c'est vrai et demande quel est l'attribut de Bright pour confirmer s'il a vraiment vaincu le roi Sansu. Bright répond que son attribut est la lumière. Le propriétaire éclate de rire. Il pense que c'est une blague, ce qui agace Britt. Le propriétaire l'accuse de mentir et dit qu'ils ne peuvent pas les prendre pour des idiots. Ils veulent évaluer ces objets pour voir s'il dit la vérité. Britt dit qu'un groupe de rang l'a emmené avec eux lorsqu'ils ont vaincu le roi Sansu. Elle demande pourquoi un groupe de rang emmènerait un utilisateur de l'attribut lumière. Il répond
répond qu'ils avaient besoin de lui comme réservoir de mana. Il demande s'il est celui qu'on appelle Brit. Brit est déçu d'apprendre qu'on le connaît comme un aventurier parasite. Le propriétaire demande alors s'il possède la tunique du roi Sansu. Bright est sur le point d'en parler, mais le propriétaire crie soudainement. Il voit Yami toucher le crâne exposé et lui disent de ne pas toucher. Il remarque alors que les vêtements de Yami semblent étranges et prennent un morceau de la tunique pour l'examiner de près. Bright dit qu'il a transformé la tunique du roi Sansu en sa tenue. Le propriétaire le croit calmement. Il demande à Brit d'attendre pendant qu'ils évaluent les objets. Brit demande à propos de la tunique du roi Sansu. Ils répondent que la tunique fonctionne comme un amplificateur magique, tandis que le bâton du Sansu sert d'émetteur de magie. Le propriétaire lui montre 11 pièces d'or. Ils disent que la valeur réelle était de 10 pièces d'or et 95 d'argent, mais qu'ils offrent un bonus. Brit est impressionné par la vue de tant d'argent. Le propriétaire dit qu'ils ont fait cela parce que de bons objets méritent un prix juste. Brit remercie en prenant les pièces. Brit est heureux de dire à Yam qu'ils vont pouvoir bien manger avec cet argent. Le propriétaire demande s'il a d'autres objets du roi Sansu. Brit répond que non, puis s'en va. Le propriétaire tient la pipe et continue de fumer. Il enlève sa capuche et révèle qu'il s'agit d'une aide. Elle jure qu'elle ne laissera pas Brit s'échapper aussi facilement. Brit et Yami se dirigent vers le quartier des restaurants. Brit regarde sa petite bourse de pièces en marchant. Il ne peut s'empêcher de penser qu'il n'a jamais eu autant d'argent entre les mains auparavant. Malgré tout, il est conscient du nombre d'autres objets de butin qu'il peut vendre dans le lourd sac à dos qu'il porte. Il demande ce qu'elle veut manger. La petite fille regarde autour d'elle. Elle repère une boulangerie remplie de pain. Ses yeux brillent à l'idée d'en manger quelques-uns. Elle regarde de l'autre côté et aperçoit une boutique remplie de donuts. Elle en trouve une autre avec des hamburgers et des hot dogs. Sa bouche se remplit d'eau devant tout ce qu'elle voit. Il dit à la fillette qu'ils peuvent manger ce qu'elle veut avec l'argent qu'il a. La petite fille sourit, toute excitée, et ils se lancent dans un véritable festin. Ils prennent des crêpes à la viande et savourent leur repas. Ils mangent aussi des brochettes grillées et de grandes quantités de biscuits croustillants au blé. Après tout ça, ils se reposent. Bright a l'impression d'être au paradis, d'avoir autant mangé sans même avoir dépensé une fraction de l'argent qu'il a gagné. Il est reconnaissant à Mel de lui avoir recommandé la boutique. Il se souvient du propriétaire de la boutique, lui demandant s'il avait d'autres objets du roi Sansu. Il révèle qu'il a encore le noyau du roi Sansu, sa tenue de cérémonie, ses cendres, sa dague et quelques restes de la tunique d'Ia. Il voit Yami le regarder. Il lui demande ce qu'il y a. Elle désigne une autre boulangerie et dit que ça sent bon. Bright rit et dit qu'il est temps pour la deuxième tournée. L'enfant s'enthousiasme. Bright semble tellement heureux de la voir heureuse. Pendant ce temps, Alex et le groupe Silver Whale sont à la guilde, en train de se plaindre que Mel ne veut pas leur donner l'argent dont ils ont besoin. Mel dit qu'ils doivent remplir un formulaire pour cela. Elle ajoute que réémettre leur carte d'identité prendra une semaine et coûtera une pièce d'or. Alex essaie de contenir sa colère et lui demande de lui donner une mission pour gagner de l'argent. Mel répond qu'ils ont besoin d'une étiquette d'identification pour accepter la mission. Alex crie qu'il est Alex, le grand sage et le chef de la Silver Whale. Mel dit qu'elle a déjà entendu ses amis affirmer qu'ils sont la Silver Whale. Alex assure qu'ils sont bien ceux qu'ils prétendent être. Mel demande une preuve en demandant où est Brit. Alex dit qu'il est mort. Mel le regarde avec colère. Les autres dans la guilde rient de son affirmation. Alex se rend compte que tout le monde se moque de lui. Mel lui rappelle que déclarer faussement un décès est un crime passible de sanction. Pendant ce temps, Brit est déjà près du bâtiment de la guilde et parvient à entendre la dispute bruyante de l'extérieur. Alex saisit la main de Mel, frustré, et insiste sur le fait que Brit est mort. Quelqu'un touche l'épaule du mage par derrière et exige qu'il lâche Mel. Cette personne mystérieuse demande pourquoi il dit que Brit est mort. Alex est choqué d'entendre cette voix familière. CA et Kut semblent aussi avoir vu un fantôme. Quand Alex se retourne, effrayé, il voit que Brit est derrière lui. Tout le monde à la guilde est heureux de voir Brit. Les membres de la Silver Whale, en revanche, le regardent avec crainte. Alex, en particulier, n'arrive pas à croire qu'il est vivant. Brit dit à Alex, sur un ton sarcastique, qu'il est revenu d'entre les morts. Alex lui donne une tape sur le bras et s'éloigne. Le mage demande comment il a survécu et crie qu'il a laissé dans la salle du boss. Kut l'empêche d'en dire plus et rappelle qu'ils seront punis si quelqu'un découvre qu'ils l'ont laissé pour mort. Il regarde et voit que Mel et les autres n'ont pas encore compris ce que le mage essaie de dire. Alex est frustré d'être forcé de se taire. Brit demande pourquoi il s'est soudainement tué. Il dit qu'il écoutera tout ce qu'ils ont à dire. Sa partenaire Yami entre, ce qui choque Alex.